Entre quatre boulevards se trouve un lieu hors du commun, un milieu naturel fascinant, une biodiversité inattendue. Domicile de milliers d'espèces, au cœur de la banlieue longueuilloise, aussi grand que Monaco. Entre quatre boulevards se trouve le parc Michel Chartrand. Pour le découvrir, nous avons donc rendez-vous avec Christine Provost, analyste en environnement à la ville de Longueuil. Le parc Michel Chartrand, c'est un parc qui n'est pas jeune, là, qui a été fondé dans les années, qui a commencé à être pensé en fait dans les années 60. En plein développement des banlieues, c'est grâce à la vision du maire Marcel Robida qu'a pu naître le parc. En faisant notamment des acquisitions de terrain, de l'expropriation, puis en prévoyant vraiment plusieurs parcelles de terrain qui fait aujourd'hui la superficie qu'on connaît du parc Michel Chartrand. Le parc est immense, avec une superficie d'1,8 km² ou en d'autres mots, 333 terrains de football. Sa superficie et son passé agricole ont donné naissance à cette variété de milieux. Que ce soit la forêt, le marais ou même les lacs, plusieurs espèces différentes peuvent y trouver refuge. Les sources de nourriture sont abondantes, en particulier pour les herbivores. Plusieurs essences d'arbres rares sont aussi présentes. Mais cette biodiversité est aussi due à sa localisation. Situé dans le sud du Québec, le parc est donc dans la zone la plus propice à la survie des animaux. La température est plus élevée, les hivers moins rigoureux, permettant ainsi à plusieurs espèces, notamment les mammifères tels le cerf de Virginie, le lapin, l'écureuil ou encore même le coyote, d'y vivre sans adaptation extrême. On ne retrouve pas que des bêtes qui marchent, on retrouve aussi des bêtes qui volent. Pour nous aider à mieux comprendre ces créatures ailées, on rejoint Myriam Cadotte, guide patrouilleuse au parc. Il y a une très grande diversité d'oiseaux dans le parc. En tout, il y a plus de 200 espèces d'oiseaux. Au niveau des oiseaux, on a évidemment beaucoup de bernaches, de canards colverts aussi, et le goéland à bec cerclé. Les bernaches et les canards ont pour habitat les terres humides, les petits étangs, les grands lacs et les rivières. Ces oiseaux préfèrent ces milieux où la nourriture est présente sous plusieurs formes, que ce soit les plantes aquatiques dans l'eau ou les nutriments des sols riches dans la terre. C'est aussi une protection contre les prédateurs. Les 3 lacs du parc offrent donc un hôtel 5 étoiles pour ces oiseaux. Au plaisir des petits et des plus grands, les oiseaux du parc sont faciles d'approche. Un autre animal est aussi reconnu pour ne pas être des plus peureux. Le symbole du parc lui-même, le cerf de Virginie. Voilà ce qui explique la présence de ces panneaux aux abords du parc. Ces cervidés sont devenus particulièrement accoutumés à la présence humaine et flânent donc souvent à quelques mètres du boulevard. Les cerfs sont plus que présents au parc. Le parc fait 1,8 km² et dans le parc, il y en a environ 40, ce qui fait environ 20 cerfs par km². Puis selon le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, il faudrait qu'il y ait maximum 5 cerfs par km² pour que l'habitat se porte bien. Parce que les cerfs vont consommer tous les arbres, les plantes, puis éventuellement, il y aura moins en moins de ressources parce qu'il n'y en a pas assez pour toute sa population de cerfs. Puis c'est ça qu'on voit dans le parc, on voit qu'il y a de moins en moins de plantes herbacées au sol, que les arbres ils se régénèrent moins rapidement. Les cerfs se nourrissent principalement de plantes, de feuilles et de petits fruits. Ils sont donc herbivores. De plus, ils ont la capacité de manger certaines espèces végétales toxiques pour l'humain, notamment l'herbe à puce ou les champignons. L'abondance de ces organismes dans le parc devient donc un buffet pour eux. Mais ce n'est pas sans poser certains défis. On a une population de cerfs de Virginie qui est importante, donc ça crée sur le milieu naturel une pression quand même importante, justement, parce que le cerf cherche de la nourriture, donc il va aller brouter, il va aller manger tout ce qu'il peut trouver
tout ce qui est à sa portée. Donc ça a vraiment un impact sur la régénérescence forestière, notamment au niveau des boisés. Donc ça, c'est une grande préoccupation que nous avons, nous, comme gestionnaires du parc. Lorsque l'hiver est installé et que les ressources se font rares, les cerfs s'aventurent à l'extérieur du parc. Comme propriétaire de terrain, souvent, on veut évidemment embellir nos terrains, puis donc planter des haies de cèdre notamment, ou faire différents aménagements paysagers. Puis ça, bien évidemment, ça devient un garde-manger très intéressant pour le cerf de Virginie, surtout qui est à proximité du parc. Donc, pour lui, c'est facile d'aller se nourrir dans ces beaux aménagements-là. Donc, une des façons que les citoyens ont pour se prémunir de ça, c'est vraiment de protéger les aménagements paysagers. Fait que souvent, ce qu'on va recommander, c'est carrément faire des clôtures avec de la jute ou une membrane, finalement, qui va vraiment empêcher physiquement le cerf d'y aller de façon assez haute, parce que les cerfs sont capables de sauter puis de manger assez facilement la végétation. Donc, on parle de clôture de 2,5-3 mètres de haut. Les cerfs ne sont pas les seuls à avoir un impact négatif sur le milieu naturel. Certaines espèces végétales et animales perturbent également la biodiversité. Ce sont les espèces envahissantes, notamment lui, le nerf brun. Ce petit arbuste venu d'Europe, d'Asie et d'Afrique laisse peu de place aux autres végétaux. Il y a quand même des espèces qui peuvent diminuer la biodiversité. Comme ici, on a du nerf brun cathardique, qui est une espèce envahissante exotique. Ça vient de l'Europe, d'Asie et de l'Afrique. Puis en fait, ça prolifère très rapidement. Puis au printemps, c'est le premier à arriver. Fait qu'il va faire de l'ombre aux autres espèces. Puis les branches, les feuilles, les fruits qui vont tomber au sol vont même être toxiques pour les autres espèces de plantes. Depuis plusieurs années, le parc, comme une grande partie du sud québécois, est aux prises avec l'agrille du frêne. Venant d'Asie, ce petit coléoptère exploite le frêne dans toutes les sphères de sa vie, d'où son nom. Et ça, c'est une espèce envahissante exotique qui est venue aussi d'Europe, là. Fait qu'éventuellement, elle est arrivée, mais elle n'a pas commencé tout de suite à être envahissante, là. Puis là, cette année, c'est plus important. Puis en plus, il y a beaucoup de frênes qui ont été plantés parce que c'était une espèce qui est vraiment pas chère. Fait que tout le monde dans les villes plantait des frênes. Puis il y a des rues à Montréal que c'est juste des frênes. Fait que là, il y a de la graine du frêne là-dedans. Puis éventuellement, ces rues-là, ils n'auront plus d'arbres, il faudra replanter. On retrouve aussi un autre animal dans le parc, l'humain. La principale caractéristique qui différencie un parc en milieu urbain, c'est l'accessibilité, en fait, puis la proximité, puis les interactions. Parce que dans le fond, un parc en milieu urbain, c'est situé à proximité d'une population qui est souvent importante, donc il y a des liens qui sont faciles à faire avec les gens au niveau de l'accès. Donc les gens, en ayant un accès plus facile, ont tendance à l'occuper de façon plus intensive, si on veut. Puis également, ça se répercute sur les activités souvent qui sont offertes dans un parc comme ça, sur les enjeux de conservation également, puis sur la pression un peu là, qui est exercée sur le milieu naturel généralement. À la différence d'une île, par exemple, où là, bien, évidemment, il y a une barrière à franchir qui est quand même importante, là, chose qu'on n'a pas dans un parc comme le parc Michel-Chartrand. Il y a 2 entrées principales, mais il y a aussi tout un réseau de sentiers piétonniers avec des pistes cyclables qui font en sorte que l'accès est vraiment simple. Bien, il y a plusieurs sentiers au parc qu'on n'a pas le droit d'aller en ce moment. En fait, ces sentiers-là sont dans des zones de conservation, puis on veut essayer de diminuer le plus possible le déplacement des êtres humains dans le parc, parce que plus il y a de place où est-ce qu'on se déplace, moins les animaux ont des habitats où est-ce qu'ils peuvent vivre, parce que plus ils vont voir des êtres humains, plus ils vont être dérangés, puis ils veulent toujours faire leur nid un peu plus loin des sentiers, mais éventuellement, à force d'avoir des sentiers partout dans le parc, bien, ça va être trop fragmenté, puis ils auront moins de ressources aussi. Malgré leur bonne volonté, certains visiteurs n'ont pas toujours les bons réflexes. Évidemment, il ne faut pas nourrir les cerfs de Virginie. Faut pas, c'est vraiment préférable pour la santé du cerf, notamment, de ne pas lui donner autre chose que ce qu'il est habitué de manger. Donc, donner des carottes ou donner des pommes aux cerfs de Virginie, c'est pas une bonne idée. Règle générale, mieux vaut ne pas nourrir un animal dans son habitat naturel. Ceci crée une dépendance vis-à-vis l'humain, qui est néfaste quand l'animal est laissé seul dans son habitat. Malgré les défis, le parc reste vibrant. Lieu d'une beauté exceptionnelle, musée à ciel ouvert, c'est le cœur, la richesse
la fierté d'une communauté. Une parcelle de terre où tous peuvent converger pour admirer ce que la nature a de plus beau. Entre 4 boulevards se trouve un lieu hors du commun, un milieu naturel fascinant, une biodiversité inattendue. Domicile de milliers d'espèces, au cœur de la banlieue longueuilloise, aussi grand que Monaco. Entre 4 boulevards se trouve un trésor. C'est à nous d'en prendre le plus grand des soins. Entre 4 boulevards se trouve le parc Michel Chartrand.